Ok. Alors bonjour et bienvenue à la première conférence de Passage en scène 2011, troisième édition du nom. Content de voir que ça continue encore en ce moment, malgré les années, et que ça prend même de plus en plus d'essor, de plus en plus tôt le matin, ce qui est plutôt agréable pour les early talk. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais vous faire une petite conférence sur un outil sur lequel je travaille sur mon temps libre, voire même sur mon temps de sommeil, qui s'appelle HZOR, et qui permet grosso modo de casser du mot de passe. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Donc le sommaire. Je vais commencer pour vous présenter concrètement HZOR. Qu'est-ce que c'est? Quel est son fonctionnement? Quels sont les moyens de l'utiliser que j'ai mis en place? Une petite démonstration, ça me semble important de jouer un petit peu avec et de voir à quel point nos mots de passe parfois sont extrêmement sensibles. Les évolutions à venir, ce que j'aimerais bien en faire, ce que j'ai mis dans ma to-do list et les nuits blanches qui m'attendent. Et puis après, je propose, puisqu'on n'est pas trop, que justement c'est une chance pour moi qu'on fasse un tour de table, qu'on essaye de discuter un petit peu de toutes ces choses-là, que vous me posiez des questions. Enfin voilà, qu'on réagisse sur le talk. Donc en avant. Alors, HZOR, qu'est-ce que c'est? Alors à la base, c'est une idée que j'ai eue, comme je vous l'ai dit, qui permet de casser des mots de passe hachés. Et ceci grâce à trois éléments essentiels. À la base, je me suis basé sur des dictionnaires déjà. Donc séquentiellement, quand on dépose un mot de passe en ligne, d'abord je cherche dans un dictionnaire. Si je ne le trouve pas dans un dictionnaire, j'utilise le CPU, je reviendrai sur toutes ces étapes après. Et à la fin, je fais une attaque par GPU, ce qui est quelque chose d'un petit peu touchy. HZOR, alors qu'est-ce que c'est concrètement? Pour vous, de votre point de vue, ça va être un bot IRC, poli, qui répond quand on lui dit bonjour le matin. C'est aussi un site web, avec une interface très dépouillée, très simple. Vous vous connectez, vous déposez votre hash, il le reconnaît, il le casse. Donc, pour en revenir au fonctionnement de la demande de cassage de mot de passe, c'est-à-dire du dépôt du hash jusqu'au résultat, en premier, ce qu'on a, c'est un code source qui est unique. C'est-à-dire que j'ai développé une classe en Python avec un seul objet, HZOR, ce qui me permet ensuite de le décliner de manière assez flexible en plein de choses. Donc en un bot IRC que j'ai développé via IRClib, qui est la librairie la plus commune en Python qu'on retrouve le plus souvent sur le web, qui est la plus documentée, la plus explicitée. Une autre librairie que j'utilise et que j'affectionne tout particulièrement, qui est WebP, qui est assez géniale, si vous n'avez jamais fait de développement avec autre chose que du PHP pour faire des sites web. Je sais, dans certains milieux, ça peut être un gros mot, mais bon, pour le commun des développeurs, c'est du PHP. C'est assez bien pour commencer, c'est très intuitif, c'est très simple, ça vous apprend la programmation objet, ça vous apprend divers trucs, je vous le recommande. Donc HZOR, c'est un code source unique, qui s'appuie sur une base de données comme je vous l'ai expliqué. Cette base de données, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, c'est pas du tout du MySQL ou des choses comme ça, ce sont directement des fichiers à plat que j'ai déposés. Donc dedans, en fait, je dépose mes hashes, je vais vous présenter ça après, pour donner quelques chiffres, et c'est important après vis-à-vis de la plateforme que je vais vous présenter au niveau hardware. C'est composé de... Ça fait une taille de 5 gigaoctets, en 4096 fichiers, et j'ai 132 millions de hash qui sont stockés en base de données. C'est un chiffre qui est assez énorme, qui a posé pas mal de problèmes techniques sur la réalisation du code, que je vous présenterai un petit peu plus tard. Donc concrètement, en fait, dedans, ce que j'ai, c'est les hash directement collés avec un mot de passe en clair. Et j'ai un petit peu élagué les hash, histoire d'économiser de la place. Et cette partie du traitement, en fait, me permet de traiter 250 000 hash à la seconde, ce qui fait que, en gros, quand vous déposez un hash sur la plateforme, vous récupérez le résultat en 4 secondes, en termes de performance. Donc, la façon dont est rangée la base de données, je vous l'ai donné, c'est une petite astuce que j'ai utilisée, en fait, pour gagner en performance. J'ai découpé mes fichiers en tout petits bouts.
que j'ai rangé dans plein de petits répertoires, donc vous le voyez ici, en récupérant le premier caractère de chaque hash, qui ensuite est collé dans le fichier. Tout ça, c'est des détails d'implémentation, mais c'est un petit peu pour vous montrer comment est-ce que c'est. Et à droite, vous avez un exemple avec un bout de l'arborescence. Donc en gros, hop, vous avez un répertoire qui va avoir un numéro, par exemple le numéro 0. Ensuite, dedans, vous allez avoir tous les fichiers qui sont rangés contenant un maximum de hash, donc tout l'hash qui commence par 00, puis 001, puis 002, puis 003, et en fait, je fais des recherches dans ces fichiers-là, pour charger de tout petits fichiers qui sont les plus faibles possibles en taille, histoire de gagner en performance encore, puisqu'ils font une quarantaine de kilooctets en moyenne. Pour continuer sur la base de données, je vais vous résumer mon code en fait en une commande de bash. Je pense que pour les habitués, ce sera le plus simple. Donc ici, c'est la façon que j'utilise pour générer un mot de passe. Donc vous voyez par exemple ici, je chiffre le mot de passe admin, qui est chiffré en MD5. Je récupère les trois premiers caractères, qui me serviront plus tard à aller faire ma recherche dans la base de données. À repérer ma base de données, et ensuite le reste pour faire la recherche. Je vous le montre directement après. En gros, ça consiste à faire un grep sur un fichier bien ciblé au bon endroit de l'arborescence, qui me retourne le bout de hash ainsi que le mot de passe. Donc en gros, concrètement, mon code Python, c'est ce qu'il fait quand vous déposez un mot de passe. Il fait une recherche dans la base de données, il le récupère, s'il le trouve, il vous l'affiche. Sinon, on passe à l'étape suivante, on écrit le mot de passe non trouvé dans un fichier et on le traite ultérieurement. Le CPU, c'est la deuxième étape. Donc pour ça, bêtement, je ne suis pas allé chercher bien loin. Il y a pas mal d'outils qui existent. Il y en a un qui est particulièrement bon, qui ne vous étonnera pas trop, c'est John the Ripper, qui pour le coup utilise un patch lui permettant de supporter d'autres systèmes de hash un peu plus avancés que ce qu'il supporte de base. Il supporte le MD5, mais il supporte le MD5 d'OpenBSD 2 ou 3, enfin un truc qui date de 96. Donc il faut lui donner un petit peu de patate si on veut pouvoir l'utiliser à l'heure actuelle. Pour vous donner une référence, ici on gagne un petit peu plus en performance déjà. On peut traiter générer 6 millions de hash à la seconde sur un corps de duo. Grosso modo, de mémoire, d'après les tests que j'ai fait, il faut 7 minutes pour attaquer un mot de passe de 6 caractères. Avec des minuscules et des majuscules. Donc ça c'est la deuxième étape. Première étape, je vous le rappelle, on cherche dans la base de données. Deuxième étape, on fait un calcul CPU histoire de faire un premier écrémage et de rentabiliser au maximum tous les temps de calcul. Et je vous rappelle donc l'utilisation de John très rapidement pour ceux qui l'ont jamais vu. Donc voilà son aide. Voilà tous les systèmes de hash qu'il supporte, c'est vraiment très touffu, très touffu. Juste pour l'anecdote, en fait, c'est celui qui est en rouge qu'on utilise, raw-md5. Donc si vous refaites l'expérience chez vous et si vous voulez casser du MD5, c'est celui-là qu'il faut utiliser. Et voilà la syntaxe que j'utilise pratiquement telle quelle dans mes scripts. Donc directement le format en raw-md5 et le mot de passe. Alors c'est pas passe.txt, c'est un autre fichier que j'utilise. Là c'était pour l'exemple. L'avantage de John, contrairement à la plupart des outils, c'est qu'il a une façon intelligente d'attaquer et de casser les mots de passe. C'est-à-dire que les gens qui l'ont fait ont une très grosse expérience de la façon dont les utilisateurs génèrent les mots de passe. Et en ce sens, il est très rentable. Il va commencer par attaquer les mots de passe à base de minuscules, de 4 à 6 caractères, puis il va rajouter quelques chiffres. Il va commencer par des déclinaisons avec 2 chiffres au début. Enfin, il a un système vraiment très complet qui permet d'optimiser au maximum les choses. Et c'est quelque chose qui est inimplémentable à l'heure actuelle sur ce que je vais vous présenter après, les GPU. Donc les GPU, allons-y. Donc comme outil, j'utilise OCLH4+, qui est le dernier né en la matière. Il est sorti il y a un mois maintenant. Qui a vraiment une énorme capacité de traitement. Il génère 3,7 milliards de hash à la seconde. Pour vous donner une idée, si on attaque des mots de passe avec cet outil-là, avec un GPU standard du commerce à 300 €, donc l'exemple que j'ai utilisé ici, qui est une 6970, si vous prenez toute la table, peut-être pas toute la table ASCII, mais 128 caractères, donc les majuscules, les minuscules, tout ce qui est un petit peu curieux et autres, que vous générez un mot de passe complètement aléatoire de 13 caractères, donc là, je veux dire, pour
pour la plupart des utilisateurs, c'est déjà impensable, ce genre de choses. Si je laisse tourner mon GPU non-stop, je brute force le mot de passe en 1 mois de calcul. Donc, sachant que 99,99% des utilisateurs, je crois, utilisent des mots de passe de 8 caractères composés de majuscules, minuscules et chiffres, c'est-à-dire que là-dedans, on a pratiquement l'intégralité de tous les mots de passe qui sont faits. En gros, vous êtes sûr de brute forcer avec un GPU en 1 mois à peu près tous les mots de passe que vous pourriez vouloir tester, qui vous seraient tombés entre les mains par hasard sur la toile. Donc si ça vous intéresse de vous documenter là-dessus, je vous donne l'URL, c'est h4.net. L'éditeur qui fait ça ne donne pas le code source ou de manière très épisodique pour un besoin de debug ou des choses comme ça. Par contre, ils ont toute une suite d'outils, du CPU, du GPU orienté NVIDIA avec le framework CUDA qui est propriétaire, du GPU beaucoup plus sympa en utilisant OCL qui est un framework GPU complètement libre, comme on les aime, et qui fonctionne à la fois sur du ATI et du NVIDIA. Donc si vous voulez faire du test à la maison, en général, prenez du OCL, vous êtes tranquille, ça marchera sur votre plateforme. Après, l'installation des drivers, c'est autre chose. Hein. Qu'on soit sous Linux, Windows ou même macOS, on peut avoir des petites surprises. Alors par contre, je vais vous présenter la commande et en fait le script tel que je l'utilise dans mes moulinettes. C'est directement le script bash initial tel que je l'ai développé la première fois. Ce qu'il faut savoir, c'est que OCLH4 il souffre d'un gros défaut, c'est qu'il est incapable d'attaquer de manière incrémentale un mot de passe, dans le sens où il est incapable de dire d'abord je casse les mots de passe d'un caractère, puis 2 caractères, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc en fait on est obligé d'écrire une, excusez-moi l'expression, mais une vieille moulinette en bash pour le forcer à faire ça. Donc là je vous ai mis mon code, il est un tout petit peu obscur, avec des formules pas vraiment explicites, mais bon. Donc en gros, la première partie que je vous ai présentée, ce sont les variables initiales. En gros, je définis ma largeur d'attaque. Donc ce qui est en rouge sur l'écran, le point d'interrogation L, point d'interrogation U, point d'interrogation D. Ça signifie tout simplement que j'attaque en lower, upper et décimal, donc en caractères minuscules, majuscules et décimales. Là, j'ai une boucle qui me permet d'attaquer les dictionnaires, les mots de passe pardon, de 1 à 5 caractères. Et directement derrière la commande OCLH4, qui pour le coup est un petit peu customisée. Bon, c'est des détails. Le -m, ça signifie que j'utilise un GPU, parce qu'en fait, OCLH4, si vous mettez 4 cartes graphiques dans votre ordinateur, il peut les utiliser sans aucun problème. -n160, ça signifie que je run 160 instances de mémoire. Ça fait 1 an que j'ai fait ce script dans le GPU. Bref, c'est la sortie, c'est des choses comme ça. Donc c'est juste pour vous montrer quand même que même si on a des outils qui sont relativement puissants, parfois ils peuvent être vraiment anti-ergonomiques d'utilisation. Et on se retrouve à écrire un script d'une vingtaine de lignes juste pour faire un truc qui est relativement trivial et qui a été mal pensé de base. C'est assez dommage. Pour en revenir, cette fois-ci, concrètement, la plateforme qui me sert à casser les mots de passe, plutôt à les stocker, c'est un Dockstar. Alors le Dockstar, c'est quelque chose qui a fait un sacré buzz il y a 1 an maintenant, de mémoire. C'est un petit peu un fail de la part de Seagate. En fait, ils ont fait, c'est ça un Dockstar, ils ont développé une petite plateforme sur laquelle on venait plugger des disques durs hardware qui se connectaient après avec une solution cloud bien propriétaire sur laquelle on venait plugger des disques durs qui partageaient les données, etc. Ce qu'ils n'ont pas pensé, c'est qu'en fait, ils ont complètement repompé une architecture libre, ou enfin ils l'ont repompé ou ils l'ont réutilisé, on voit ça comme on veut, avec la petite spécificité quand même qu'elle reste flashable du coup. Ce qui fait qu'on peut installer Debian dessus, on peut installer OpenWRT, on peut faire un petit peu ce qu'on veut, pour un prix très très abordable à l'époque, 25 € pour un ordinateur qui a un CPU monocore à 1,2 GHz. C'est assez sympa. Faut pas se faire avoir, 1,2 GHz, mais c'est vraiment un tout petit CPU embarqué, donc on n'a même pas de calcul flottant ou autre. Donc même 1,2 GHz, il faut oublier le desktop avec des jolies fenêtres ou autres.
J'ai essayé, j'ai regardé des vidéos, ça rame, c'est juste horrible. Enfin, sauf si vous aimez attendre 2 secondes pour voir une fenêtre bouger, ok, pas de problème. Et félicitations pour le tour de force, mais ça s'arrête là. En RAM, pour l'embarquer, c'est assez intéressant. On a 128 mégaoctets de RAM. C'est pas la fête. Personnellement, en plus de HZOR qui tourne et qui a son système de base de données, j'ai personnellement à la maison, j'ai mon VPN qui tourne, j'ai un serveur web, j'ai un partage de fichiers, on peut même pousser le vice jusqu'à avoir un DLNA qui partage des vidéos. C'est assez intéressant comme plateforme. Et on a plusieurs ports USB qui permettent de brancher des clés USB donc pour accueillir le système, pour accueillir les datas. Le challenge pour ma part, ça a été d'installer tout l'OS sur 1 gigaoctet et initialement de faire toute la base de données sur 2 gigaoctets d'espace. Alors, comme je vous l'ai montré, là, le dictionnaire, il pèse 5 gigaoctets, ce que je vous ai montré au début. Initialement, quand j'utilisais mon tout premier dictionnaire, j'avais 2 gigaoctets, 1,5 gigaoctets de base de données. En fichier plat. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on utilise une base de données, toute la taille explose. Donc j'ai passé un temps assez énorme à découper mes fichiers, à trouver comment les optimiser, les bons formats de compression qui ne grèvent pas les performances parce qu'on a un petit CPU avec une toute petite quantité de RAM. J'ai essayé plein de formats de base de données, j'ai essayé du NoSQL, du MySQL en achetant une clé USB plus grosse. J'ai jamais été satisfait. Donc finalement, la moralité, c'est que des fois, réinventer la roue, repartir de zéro, inventer un format de base de données, ça peut servir. Bon, maintenant, c'est du luxe. J'ai 16 gigaoctets d'espace disque. C'est vraiment la grande classe. Je me suis payé une nouvelle clé USB. Du coup, je suis passé sur un nouveau dictionnaire beaucoup plus gros. Ce que je vous ai présenté au début, les 136 millions de mots de passe. C'est assez incroyable tout ce qu'on peut lui faire cracher de base déjà. Je pense qu'on est bien sur un 80% des mots de passe qu'on lui passe à manger. C'est assez impressionnant et en plus ça me permet de n'attaquer pas que du MD5 mais en gros c'est 5 gigaoctets par système de hash donc maintenant je peux mettre du MD5, du SHA-1 et plus tard si je passerai sur une architecture avec un disque dur ou autre je pourrais mettre un petit peu tous les formats de hash et être capable d'attaquer n'importe quoi ce qui est assez intéressant parce que dans le monde on ne trouve pas que du MD5 et du SHA-1 même si ça couvre d'après les recherches que j'ai fait 75% des mots de passe qu'on peut trouver. On trouve des trucs, on trouve du MD4 parfois, c'est encore pire, c'est vraiment faillible. On trouve du RIP, on trouve du SHA-512, enfin on trouve de tout, donc c'est intéressant quand même de pouvoir couvrir l'intégralité de ces formats-là, sachant qu'à l'heure actuelle, il n'y a personne à ma connaissance ou presque qui propose de casser n'importe quel système de hash en mot de passe. Donc là, pour le coup, on aurait vraiment une vraie valeur ajoutée par rapport aux millions de sites web en ligne qui proposent de cacher des mots de passe MD5. Déjà, du SHA-1, il n'y en a pratiquement aucun. Donc tout ça, c'est bien beau, mais ce qui intéresse souvent surtout, c'est comment l'utiliser. Donc la première interface, la plus conviviale et la plus grand public, c'est l'interface web. Que je vous ai présenté au début, donc qui à l'heure actuelle est hébergé chez moi, donc sur ma petite URL à la maison home.kazé.fr en HTTPS, qui vous permet de déposer vos haches en ligne, tester tout ce que vous trouvez, etc. un par un. Le petit souci, c'est que c'est encore en bêta, donc ça plantouille un peu, ça dit pas forcément pourquoi. Donc des fois on dépose le hash et puis la moulinette elle tourne, elle tourne, elle tourne et elle tourne encore. Et il ne se passe rien. L'avantage, c'est que l'API est super ouverte, super bavarde, et j'y ai vraiment porté un grand soin. Donc si vous voulez l'utiliser, je sais pas, vous faire un tool en ligne de commande qui vient interroger le site web, etc. Tout est ouvert, tout est très bavard, donc vous pouvez directement utiliser les URL comme ça. Vous envoyez des messages dans le format que je vous montre dans l'exemple là. Donc là, j'utilisais un curl. Donc home.kazé.fr/hash/1hash. Et puis il va vous dire que, il va vous dire ce qu'il trouve quoi. Il va vous dire que bon, il a reconnu le hash, il vous le retourne. Il va vous dire que ça a fail. C'est normal, c'est en bêta. Il va vous dire quand même qu'il a reconnu le type de hash. Et comme je disais, il est très bavard, mais pas forcément très intelligent. Donc une erreur inconnue, ça aide toujours. Autre interface, un petit peu plus geek, même beaucoup plus geek, du coup beaucoup plus sympa à utiliser, c'est le serveur IRC.
que je vais vous présenter aussi après en démonstration. Donc, très classique, hein. J'ai mis ça sur Freenode. J'ai fait un chant, un chan, pardon, que j'ai nommé HZOR de manière très inspirée. D'ailleurs, je me demande si c'est pas le chan qui a donné le nom au bot. C'est possible. Le bot s'appelle HZOR, toujours très original. Et ici, toujours pareil, sachant que le code est partagé entre la partie web et la partie IRC, ben, c'est pas la peine d'essayer de passer par l'IRC en vous disant que ça va mieux passer que la partie web. Les bugs, c'est les mêmes. C'est le même bout de code. Je dirais même c'est au même endroit, c'est le même fichier qui est appelé, donc ça plantera pareil. Dernier truc, si vous êtes curieux, bien sûr, j'ai libéré le code source, c'est bien le but. Que tout le monde puisse voir comment j'ai mal développé ça et comment je ne l'ai pas commenté et comment les algorithmes y sont tordus, ce qui reflète bien ma pensée. C'est cool. Donc, hier, quand j'ai fait mes slides, c'était bientôt disponible. Je me suis motivé ce matin, je l'ai mis. Donc maintenant, c'est en ligne à l'heure actuelle sur forge.kazé.fr/projet. Vous allez trouver un petit peu de tout. Il y a mes projets personnels. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai fait un petit repository en hommage à Matchat pour l'anecdote, pour ceux qui connaissent. Sinon, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'aller vous renseigner sur cet ancien site web. C'est une sacrée référence, c'est une bibliothèque du hack francophone. Voilà pour l'anecdote. Donc, il est disponible là-dessus. Vous pouvez télécharger. Alors juste l'objet. J'ai pas mis la partie web ou autre. Je la mettrai ce week-end, sûrement au fil de l'eau. Et je rajouterai aussi une licence parce que là il y en a pas. Et j'aime bien quand on m'offre des bières quand le code est joli. Voilà. Alors petit point sur les évolutions à venir que je prévois et que j'espère. Donc première chose à faire, c'est l'amélioration des algorithmes. À l'heure actuelle, c'est 4 secondes pour faire une recherche, qu'on trouve ou pas le résultat. Même si j'ai une toute petite cacahuète qui est accrochée derrière ma télévision, c'est pas super. C'est des ralentissements qui sont liés à Python, donc j'ai quelques pistes pour bypasser le problème et faire une verrue. Autre souci que vous posiez, 10 hash ou un seul, en fait je les traite séquentiellement, donc j'ai envie de dire, si vous déposez 10 hash et qu'il ne les trouve pas, vous passez 40 secondes à regarder le bot chercher en vain. C'est une régression. La première version du bot que j'avais fait le gérait. Bon, les algorithmes étaient vraiment trop tordus, donc il va falloir que je refactorise ça un petit peu mieux. Autre point, c'est la recherche par dichotomie. Donc, est-ce qu'on a des programmeurs ici, des développeurs qui savent ce que c'est la recherche par dichotomie? Oui, j'entendais oui, mais je vois pas de bras qui se lèvent. Si? Bon alors, pour faire simple, très simple même, l'exemple qui est utilisé le plus souvent, c'est on prend une personne lambda. Je sais pas, il y a quelqu'un qui veut se prêter au jeu? Faut lever le bras. Hein. Oui. Bon, alors il faudrait lui passer le micro à la personne qui est là-bas. Il y a l'interrupteur qui est dessous. Allô? Ah, voilà, ouais, c'est bon, c'est mieux. Donc l'exemple vraiment basique, c'est que je vais te demander de choisir un nombre entre 0 et 100. On va faire ça court. Hein. Ok, c'est bon. Ok. Donc si j'étais un ordinateur un petit peu crétin avec un développeur qui ferait ça sans réfléchir ou qui connaîtrait pas l'astuce, ce que je ferais, c'est que je ferais if, je ferais une boucle, je chercherais dans ma liste, while, et tant que j'ai pas trouvé le bon nombre, je bouclerai. Donc en gros, je fais, est-ce que mon nombre est égal à 1? Non. Est-ce que mon nombre est égal à 2? Non. Est-ce que mon nombre est égal à 3? Non. Bref, vous avez compris. Et quand on a 1 300 000 hash, ça peut prendre un certain temps, même quand on l'a découpé. Donc tu as toujours ton nombre, donc est-ce qu'il est supérieur ou inférieur à 50? Inférieur. Inférieur ou supérieur à 25? Supérieur. Inférieur ou supérieur à 30? Supérieur. Ok. Inférieur ou supérieur à 40? Inférieur. Inférieur ou supérieur à 35? Supérieur. C'est 36? Oui. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, 36, si ça avait été un programme, j'aurais dû faire 36 tests. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Donc voilà, là, je l'ai fait en 7 essais. Et l'avantage, c'est que si ça avait été 1 million de hash, je l'aurais fait en une centaine d'aller-retour comme ça.
Alors, je dirais pas que c'est comme ça que fonctionnent toutes les bases de données, parce qu'ils ont des méthodes beaucoup plus péchues et beaucoup plus compliquées. Mais c'est une bonne façon de simplifier les choses, et c'est une des pistes qu'il faut que j'implémente. Autre chose, il faut rajouter quelques haches. Donc actuellement, je suis limité au MD5 et au SHA-1, comme je l'expliquais tout à l'heure. Rajouter le RIP, le SHA-512, le SHA-256 et toutes les variantes. Même si j'ai calculé que ça ferait dans les 1 téraoctets de base de données, ça reste super intéressant. Et du coup, ça proposerait d'avoir une vraie richesse. Le plus rigolo, limite, ça va pas être d'implémenter la base de données, mais surtout d'être capable de faire la différence entre un MD5, un SHA-1, un SHA-256, un RIP 5,2, 5,1, etc. Je pense qu'il va falloir poser quelques questions aux utilisateurs. On va pas pouvoir faire un traitement 100% automatisé. Et l'une des dernières fonctionnalités que j'aimerais bien proposer, et qui serait assez sympa, c'est une analyse lorsqu'une liste de passwords est soumise. Il faut savoir un truc, c'est que quand on a une grande liste de passwords, on peut lui faire dire pas mal de choses. On peut savoir si les mots de passe ont été salés ou pas. On peut optimiser le traitement en recoupant les mots de passe, etc. On peut, au fur et à mesure qu'on casse les mots de passe, réoptimiser les règles d'écriture. Bref, il y a un énorme travail d'optimisation à faire, assez intéressant à développer. Que je prendrai peut-être le temps de faire un jour, dans 15 ou 20 ans, probablement, vu le temps que ça va me prendre, mais pourquoi pas. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est une petite démonstration. Donc pareil, histoire de ne pas trop biaiser la chose, hein, j'aurai besoin de volontaires pour me soumettre des mots de passe, qu'on va faire manger au système qui, à l'heure actuelle, tourne sous ma télévision. Donc je vous rappelle la petite cacahuète là. En ce moment même, elle a un bot IRC et un serveur web, qui je l'espère n'ont pas craché. Qui sont prêts là, qui vous attendent. Alors, j'ai rien préparé. Hop, hop. Si. Ah, ça c'était pas prévu. Hop là. Et de quoi générer des mots de passe. Alors, qui veut commencer? Qui a un mot de passe à proposer, juste pour tester le bot là? Non, attendez, vous êtes plein. Je ne vous demande pas de donner votre mot de passe, mais je sais pas, il y a admin, password, admin 1, 2, 3. Non, c'est un peu facile, mais vous pouvez essayer d'en imaginer des tordus qui ne marcheront pas. www.37d. Ouais. D'accord. Hop, avec une seule main, c'est pas pratique. Ouais. Je suis feignant. Donc là, c'est les fameuses 4 secondes. Bravo, c'est un fail. En effet, je ne l'ai pas dans la base de données, celui-là. On peut peut-être en prévoir un peu plus easy pour lui, quand même, histoire de ne pas trop le torturer. Tiens, on peut faire le même, mais sans le point-virgule. Ça, c'est une bonne idée. Non, non trouvé non plus. Est-ce qu'au moins mon bot fonctionne? Ça serait un fail, mais c'est assez probable en général. Celui-là, je suis sûr qu'il y est. Voilà, admin. Donc, non, c'est juste qu'ils n'étaient pas en base de données. La honte sur moi. Mais c'est cool, du coup, je vais pouvoir les rajouter, c'est pas un problème. D'autres mots de passe à proposer? Non. Qu'est-ce qu'il va falloir aller en voler sur Internet? Non, l'injection ne marchera pas. Ouais, mais après, ça fait comme l'année dernière, mes talks, je peux pas les télécharger, je peux pas les montrer. Non? Bon, je sais pas, on peut mettre PES 2011. Sur des mots de passe un peu simples, c'est dommage.
Mais il est nul, c'est pas possible. Il doit me manquer des haches. Non, là. C'est moi qui ai mal fait mon travail, c'est pas mon bot. C'est curieux quand même que PES 2011 il y soit pas. Il est vraiment simple. PSES sans le 2011. En fait, il faut savoir que je l'ai remis un petit peu en route ce matin à 4 heures du mat, donc peut-être que j'étais pas tout à fait frais, qu'il manque 2 ou 3 fichiers de base de données. En général, ça vient de là, les problèmes de hash. Donc ouais, PSES, il l'a trouvé. Il n'y a personne qui veut donner son mot de passe, sinon ça peut être plus sympa. Oui. C'est bon, ça passe. Cool. Hop, on a des mots de passe qui arrivent d'endroits ésotériques. D'autres à proposer? Non? Bon, vous avez compris. Bon, alors je vais juste aller faire un petit tour sur IRC, histoire de vous montrer que ça marche aussi. Hop, voilà, comme ça vous voyez tous comment je me connecte sur IRC tous les jours. Ah bah bravo. Il y en a qui ont triché là. Donc le bot IRC fonctionne aussi, à ce que je vois. Donc l'habitude le matin, hop, le matin, ça c'est mon petit ping live histoire de vérifier qu'il est bien vivant et qu'il n'est pas planté, parce que des fois il est là mais il répond plus, hein, ça arrive aussi. Voilà. Donc pour l'utiliser, c'est tout simple, c'est pawn, 2 points, ben on va pas s'embêter, hein. Un truc dont on est sûr. Hop, pareil, et voilà. Il vous répond. S'il ne le trouvait pas, ben en fait, il vous dit tout simplement un petit 404 hash not found. Voilà. C'est le petit private joke. Donc voilà pour la partie démonstration. C'est assez simple. Donc voilà un petit rappel, si vous voulez me recontacter ou autre, un petit peu ma carte de visite. Mon site web, mon email, alors comme vous vous en doutez, il ne faut pas mettre un point d'interrogation retourné, c'est un arrobase pour me contacter, sinon vous allez vous faire jeter par votre mailer. Surtout, vous pouvez me retrouver sur IRC, donc irc.freenode.net, Bearstack qui est le channel de ma société, HZOR sur lequel je suis normalement. Je vais peut-être implémenter une fonction boîte vocale dans le bot, ça peut être utile. Et mon pseudonyme c'est Kazé avec un tiret, parce que Kazé normal, en fait, on me l'a volé, on me l'a dépouillé. Je me sens vraiment triste. Donc, ben, si vous voulez me pinguer, pensez au tiret, sinon vous allez tomber sur un américain, je pense. Voilà, c'est la fin du talk pour ma part. Après, j'attends vos questions, vos retours avec beaucoup d'impatience. Et je vous invite à en faire plein. Merci. Prends le micro, sinon. Merci. Niveau matos, les cartes que tu utilises, c'est quoi? Alors, ben moi j'ai alors je vous ai présenté une 6970. J'utilise une 5970 qui est la génération juste avant. Toujours de chez ATI. La différence entre les deux, c'est le prix. Et uniquement le prix. En fait, avec la transition ATI vers AMD, ils ont revu leur architecture, mais pas amélioré les performances. Par contre, énormément abaissé le coût. En fait, ils l'ont divisé par deux. Donc c'est super intéressant. Maintenant, le haut de gamme chez ATI, c'est 600 €. Le haut de gamme chez Intel, c'est 1000 €. Donc en gros, j'ai envie de dire, à ce niveau-là, la puissance de calcul est vraiment écrasante pour un coût ridicule. Je ne sais pas si vous vous rappelez. En gros, un GPU est 500 fois plus rapide qu'un CPU pour casser du password et 3 fois moins cher. C'est ce qu'il faut retenir. D'autres questions ? J'ai une question, c'est donc il va rechercher déjà dans la base de données DH. Oui, c'est la première chose qu'il fait. S'il ne le trouve pas, il va le générer.
Alors en fait, s'il ne trouve pas le mot de passe dans la base de données, à l'heure actuelle, c'est une partie que je fais à la main parce que je suis assez frileux sur la mise en place de moulinettes automatiques vers la crontab, histoire d'automatiser les traitements de calcul qui sont assez longs. Hein. En général, je laisse tourner le GPU 24 heures. Tout simplement, j'ai peur que mon script foire et qu'il m'éclate la base de données qui m'a pris 2 jours à être générée. Donc pour l'instant, je fais ce process à la main, je le rode. J'ai écrit les scripts que je continue à faire tourner à la main, juste histoire de voir s'ils sont bien stables. Et après, tout sera automatisé. Donc quand un mot de passe n'est pas trouvé via la base de données, il est inscrit dans un fichier que je traite en CPU, puis en GPU. Et au fur et à mesure que je trouve les mots de passe, je les réinjecte dans la base de données, là encore à la main. C'est ce que je voulais savoir. D'autres questions sur le système, ses limites? Non. Tu peux en envoyer plusieurs, des passwords, tu peux les péter à la chaîne. C'est-à-dire quand tu lances la commande depuis Azure sur le bot, tu peux enchaîner, tu peux lui envoyer une liste par exemple. Alors très précisément, c'est la différence entre la version web et la version IRC, c'est que la version IRC supporte les virgules. Donc vous pouvez lui passer genre une liste, c'est limité à la taille d'un message IRC. En gros, ça fait une quinzaine de hash. L'avantage, c'est qu'il est relativement intelligent, c'est-à-dire qu'il fait la différence entre les SHA-1 et les MD5, donc vous pouvez tout envoyer pêle-mêle, et il casse tout le batch en série comme ça, et il donne les hashes au fur et à mesure qu'ils sortent. C'est d'ailleurs un point qu'il faut vraiment que j'optimise et que je réimplémente, parce que j'ai vraiment une régression à ce niveau-là, c'est les regrouper ensuite, parce que quand j'ai 3 hashes qui commencent par le même début de hash, ils sont dans le même fichier, et donc ouvrir une seule fois le fichier et faire une seule recherche, ça serait quand même pas mal. Ça permettrait de diviser par 3 le temps de calcul, tout simplement le temps de recherche. Donc c'est vraiment là-dessus que je vais me focus pour les prochaines versions. Non? Pas d'autres questions? Bon, ok. Je pense qu'on peut dire que le talk est fini. Merci beaucoup pour votre attention, vos questions, votre participation. Et j'espère vous revoir plus tard pour une autre conférence ou même pour discuter juste après, avec plaisir. Au revoir et merci beaucoup.